Bienvenue dans cette première vidéo qui va présenter les différentes lois du médico-social et les politiques publiques qui encadrent nos pratiques professionnelles, quels que soient les métiers duquel vous êtes issus. Afin de faire le cours le plus efficacement possible, je vous propose du coup de suivre un petit peu la matrice du document à votre disposition et de la respecter au mieux en vous expliquant à chacun des éléments qu'est-ce qu'on entend par justement ces différents textes de loi, par un petit peu leur domaine d'application. Par la suite, on pourra échanger ensemble afin que je puisse vous apporter des éléments de précision en fonction justement des écrits professionnels que vous présenterez afin de renforcer un petit peu vos connaissances au niveau législatif en fonction des publics que vous allez accompagner. Première chose, les droits des personnes et l'évolution de leur application dans le domaine du médico-social. Donc en France, il est important de savoir que l'ensemble des politiques qui régissent le secteur du médico-social, sont issues de textes de loi et encadrent, vraiment un secteur très, très vaste d'intervention. On va commencer par parler des enfants, ensuite on partira un petit peu plus sur les majeurs, en situation de handicap, sur les personnes âgées aussi, et on ira un petit peu plus dans le détail dans les cours suivants par rapport aux différents textes de loi, en allant un petit peu plus loin justement dans ces descriptifs. Au niveau des politiques, on va commencer tout de suite par la prise en charge du public enfant et adolescent en France. Première chose qu'on vous présente dans ce cours, c'est la PMI, la protection maternelle infantile. La protection maternelle infantile, du coup, va accompagner la mère et l'enfant de la naissance jusqu'aux 6 ans révolus de l'enfant, avec différentes missions. Première grande mission de la PMI, c'est vraiment d'accompagner par un suivi médical et un suivi aussi psychologique, la maman et l'enfant dans le développement psychomoteur de ces derniers et dans les premières années de sa vie qui sont évidemment charnières. On verra plus en détail l'évolution un petit peu de l'être humain à travers sa vie dans un cours, un cours qui viendra par la suite, mais il est important de vous souvenir qu'évidemment, hein, les enfants, notamment pendant les 3 premières années de leur vie, sont extrêmement fragiles. Jusqu'à leurs 6 ans, ils dépendent évidemment de moyens de protection renforcés afin d'éviter qu'il y ait tout accident, qui se développe comme il faut et qui bénéficient évidemment des soins et des libertés qui leur sont dues. La PMI a aussi donc ce rôle d'accompagnement à la santé des mamans et des enfants, donc notamment avec des rendez-vous médicaux obligatoires, des rendez-vous chez le pédiatre, un suivi qui peut s'effectuer soit à domicile, soit dans un centre PMI, soit alors en lien directement avec les médecins pédiatres qui communiqueront les informations aux différents intervenants de la PMI. Donc, ces 2 grandes missions, c'est vraiment cette protection de la mère et de l'enfant dans toutes les dimensions, voilà, de leur développement. On prend soin aussi de la maman évidemment, parce que si la maman ne va pas bien, l'enfant va avoir, potentiellement du mal à bénéficier de tout l'accompagnement dont il a besoin, notamment dans ces dimensions, de développement psychomoteur. Le rôle de la PMI aussi, c'est un contrôle, un rôle de contrôle des différents établissements et des différents acteurs du terrain. Pour vous citer quelques-uns, hein, ça pourrait être, notamment les crèches municipales, les crèches collectives, ce qu'on va appeler aussi les relais d'assistantes maternelles et les assistantes maternelles directement dans leur champ d'intervention. Voilà, pour la PMI, on n'ira pas plus loin, hein, c'est important de vous en souvenir, de bien pouvoir conseiller les personnes que vous accompagnez, quand ils sont dans des situations où ils ont un désir de paternité, de maternité et aussi quand ils sont justement dans une situation où ils ont déjà un enfant présent, mais que leur situation peut venir justement poser un petit peu des problématiques au niveau du développement de l'enfant, de sa sécurité et justement de ses droits fondamentaux. Lorsque les besoins de l'enfant sont pas forcément, assurés, lorsqu'il y a des dysfonctionnements dans le cadre familial, lorsque les droits de l'enfant ne peuvent pas être garantis par son environnement, dans ce cas-là, on va voir intervenir ce qu'on appelle l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance et ça, c'est un organisme qui est financé par le département. Vous allez être, confrontés, enfin, assez souvent à l'ASE quand vous êtes des professionnels qui intervenaient dans le cadre, de l'accompagnement des enfants et des adolescents. Donc c'est vraiment un partenaire privilégié qu'on va rencontrer à énormément d'endroits, hein, que ce soit dans des structures, que ça soit à domicile, que ça soit en milieu scolaire. Le champ de l'ASE est très, très vaste. Son objectif premier est de préserver l'unité familiale. Donc, elle va aider, pardon, les familles afin de prévenir l'abandon d'un enfant. Donc ça, c'est vraiment un de ses rôles fondamentaux et éviter les abandons d'enfants par justement un accompagnement, des aides matérielles, des aides financières le cas échéant.
Responsabiliser les familles dans l'éducation de l'enfant, donc ça vraiment leur donner, des billes pour pouvoir accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur, qu'il puisse bénéficier vraiment de tout ce qu'il faut, autant au niveau sécurité qu'au niveau alimentation, qu'au niveau bien-être, qu'au niveau récréatif afin qu'il puisse, vraiment se développer, s'épanouir dans un monde, voilà, un monde, sain pour lui. Assurer l'épanouissement de l'enfant dans sa famille ou, si au besoin, dans une famille d'accueil. Donc ça, hein, dans certaines situations qu'on va voir un petit peu plus loin, l'ASE peut décider justement de retirer l'enfant à son cadre familial, selon un petit peu la situation, mais évidemment, si le cadre familial présente un risque avéré pour l'enfant, s'il y a des situations de maltraitance, l'ASE viendra retirer de l'enfant justement avec le service, hein, du juge pour enfants, afin de pouvoir réfléchir aux modalités d'accompagnement, de placement le cas échéant. Mais dans la majorité des cas, l'ASE essaiera toujours de maintenir l'enfant en lien avec sa famille. Enfin, veiller à l'intérêt de l'enfant susceptible d'être adopté. Donc ça, hein, vraiment, c'est l'ASE aussi qui s'occupe de l'institution des dossiers et de la sélection, des candidats à l'adoption, afin de prendre, tout à fait la mesure, hein, de la réalité voilà, de la famille qui voudra accueillir un nouvel enfant par les voies de l'adoption et s'assurer qu'il bénéficiera bien, de tout ce qu'il lui faut pour se développer pleinement. Les différentes catégories d'enfants qui sont justement accompagnés et protégés par l'ASE. Donc ça, il y a différentes, catégories d'enfants, hein. Pour chacun, l'ASE va étudier le mode de placement le plus approprié et ils vont évidemment, hein, surveiller l'enfant une fois qu'il a été placé, dans une famille d'accueil, dans un internat, dans une structure spécialisée. Ils vont vraiment s'assurer qu'il soit, voilà, qu'il soit, accompagné dans des bonnes conditions et qu'il soit entretenu de la manière dont il se doit. L'émission des familles d'accueil, pardon, dans le cadre des placements et des placements familiaux. Donc ça, les familles d'accueil, hein, qui dépendent directement de l'ASE, ont une mission délicate parce qu'elles doivent élever l'enfant avec toute l'affection nécessaire à son épanouissement, sans toutefois, bah, du coup, venir prendre la place des parents. 2 cas sont vraiment à considérer dans l'accompagnement des enfants. Soit l'enfant est maintenu dans sa famille, donc ça, hein, vraiment les professionnels de l'ASE, donc ça va être des éducs-P, des moniteurs éducateurs, des professionnels de la petite enfance qui vont intervenir directement et ils vont essayer justement voilà, d'accompagner les familles au mieux, mais quand la séparation aura lieu, ils vont préparer évidemment, hein, la famille comme l'enfant à cette séparation qui peut être difficile et s'assurer qu'elle soit pas traumatisante pour l'enfant, qu'on vienne pas rajouter des problématiques à celles qui existent déjà. Si l'enfant est retiré à sa famille, hein, cette décision a lieu lorsqu'on peut pas envisager d'autre chose, donc ça notamment, hein, quand il y a des risques de maltraitance, quand il y a des situations de violence avérées, d'abus des enfants, donc ça, hein, vraiment, voilà, tout ce qu'on peut imaginer de pire. Les faits divers, hein, sont assez fournis en France pour justement vous faire voir un petit peu qu'il y a des familles qui peuvent être dysfonctionnelles. Il y a des parents qui ont pas toujours les moyens d'élever leurs enfants, comme ils devraient, et comme il se doit plutôt, et enfin, bah, parfois, hein, des pathologies, des situations de handicap, des troubles, des accidents de la vie aussi qui vont pénaliser les parents et qui vont les empêcher de pouvoir, accompagner leurs enfants de la meilleure manière qui soit. Donc ça, dans la plupart des cas, hein, l'ASE essaiera toujours de se tourner dans le cadre le plus proche de l'enfant, donc déjà en essayant de voir, dans les autres membres de la famille s'il existe des gens qui seraient plus adaptés à voilà, accompagner cet enfant dans son développement et si vraiment c'est pas possible, hein, ils vont essayer voilà, de se tourner vers les services spécialisés, vers les familles d'accueil. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Il faut savoir que le juge des enfants désigne la personne responsable de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment lui, hein, qui définit qui est le tuteur légal de l'enfant et qui va veiller à son éducation et à son développement. Donc ça, cette action, elle doit être menée, hein, en vue d'un retour de l'enfant, au sein de sa famille. Dans le meilleur des cas, évidemment, hein, il y a des situations où le retour ne sera jamais possible, où les enfants, voilà, sont vraiment, hors du champ de cette famille, hein. Il faut savoir que dans les cas les plus extrêmes, l'autorité parentale peut être retirée aux parents. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Et dans la majorité des cas, hein, quand l'enfant est placé en structure, on va essayer aussi de garantir un lien familial, même dans les situations les plus problématiques, avec notamment, bah, voilà, des temps d'accueil, des temps de médiation. On va permettre aux enfants de rencontrer leurs parents, mais tout ça encadré par des professionnels, afin voilà, de garantir la sécurité des enfants. Évidemment, encore une fois, hein, dans les différents faits divers que vous avez pu voir, dans les informations, vous avez peut-être vu, voilà, des situations où des enfants ont été
confiés à leurs parents sur des temps qui étaient donnés, les parents les ramènent pas et on se retrouve dans des situations où il peut y avoir des enlèvements ou des situations, voilà, qui sont assez catastrophiques. Mais en tout cas, l'ASE, essaye vraiment dans tous les cas de garantir la sécurité des enfants. Évidemment, hein, quand on travaille avec des humains, il peut y avoir des ratés, on n'est jamais sûr de rien et les accidents arrivent, mais ouais, ayez bien conscience que l'ASE, met tout en œuvre pour protéger les enfants en France. Pour les AES, du coup, qui assisteraient à cette vidéo, dans vos missions, vous allez pouvoir rencontrer l'ASE dans pas mal de lieux d'intervention, notamment si vous travaillez en IME, en IM Pro, hein, vous serez souvent, en lien directement avec eux. Les placements en IME, en IM Pro seront, voilà, dans des situations particulières, réalisées notamment par l'ASE. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, hein, ça va être un partenaire assez privilégié qui va s'assurer justement du suivi de, voilà, de l'enfant au sein de votre institution et du coup, il y aura forcément, pas mal d'échanges, de pratiques à faire avec eux pour garantir que l'enfant soit accompagné de la meilleure manière qu'il soit. Quand vous accueillez un enfant en tant qu'AES, du coup, au sein de votre structure, essayez toujours, bah, de bien vous renseigner, hein, de l'origine du placement de l'enfant, la situation de la famille, la cause de l'admission. Donc ça, hein, ça va être directement, en vue d'établir son projet, personnalisé d'accompagnement et être sûr de rien rater de son histoire afin de pas justement générer des tensions, des difficultés pour l'enfant qui existeraient déjà ou venir les renforcer en ayant des comportements qui viendraient lui faire penser à justement ce qui se produisait dans sa famille. Essayez au maximum de maintenir, les liens parents-enfant, hein, lorsque la situation le permet. Afin de travailler ensemble dans un éventuel retour à la famille. Donc ça, avant ou après la majorité, tout est possible, mais en tout cas, gardez bien cette dimension en tête qu'on a vocation à essayer de stabiliser ces liens familiaux, de les entretenir, de les renforcer et si possible, et ben de les voilà, de repartir sur des bonnes bases au sein de la famille. Enfin, dernière chose, hein, soyez toujours bien conscient que l'enfant, voilà, par, son mode de communication, aussi par, pas mal de communication non verbale, va vous révéler pas mal de choses. Il faut être très, très attentif à l'enfant, l'observer, l'écouter, afin de lui proposer, bah, voilà, l'accueil qui soit le plus sécurisant, le plus adapté en fonction de sa situation. La protection des personnes, enfants et majeurs protégés. Donc on va redéfinir ensemble tout de suite, hein, les droits de l'enfant. Donc ça, voilà, c'est défini notamment par, l'Organisation des Nations Unies, hein, qu'on appelle l'ONU, qui est à l'origine justement, hein, de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui concerne la majorité des États dans ce monde, hein. C'est très, très rare les pays qui n'ont pas signé justement cette convention des droits de l'enfant. Dans ceux qui l'ont signé après, hein, évidemment, il y en a qui le respectent plus ou moins. Je pourrais vous parler de différents pays, qui voilà, où le travail des enfants existe toujours, ou en fonction un petit peu de la situation de comment dire? Socio-culturelle dans laquelle vous évoluez, vous pouvez faire partie justement de communautés ou d'ethnies qui sont un petit peu relayées au voilà, dans le non-droit, hein, dans la marginalisation. Donc voilà, avec des droits des enfants qui sont malheureusement pas forcément respectés, des situations assez dramatiques, à travers des pays, hein, qui sont plus ou moins développés. Même certains pays, hein, qui sont, voilà, dans les plus grandes puissances mondiales peuvent un petit peu, voilà, revoir leur copie par rapport aux droits de l'enfant. Donc ces 10 principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui date du 20 novembre 1989, donc je vous laisserai les lire, hein, je vais pas les lire, tous ensemble, mais c'est vraiment pour garantir que l'enfant puisse vraiment bénéficier, voilà, de la meilleure protection qui existe, qu'il soit mis à l'abri, hein, en sécurité de tout conflit armé, de toute guerre, de toute forme d'esclavagisme, de travail forcé et vraiment, hein, qu'il soit protégé de toute forme de négligence, de maltraitance, de cruauté ou d'exploitation. C'est vraiment super important. Au niveau des droits du mineur hospitalisé, hein, donc vraiment, voilà, tous les mineurs de moins de 15 ans qui sont hospitalisés vont bénéficier justement voilà, de protections qui vont être renforcées, qui sont définies dans la loi du coup du 4 mars, 2002. Les obligations des parents, de l'enfant et celles des médecins, du personnel et de l'administration de l'hôpital, mais également, hein, dans les ESMS, on va être confronté à ce champ d'intervention, donc c'est important de bien connaître cette loi du 4 mars 2002 si votre champ de prédilection est l'enfance. Première chose à savoir donc en cas d'hospitalisation de l'enfant, hein, l'autorisation indispensable des parents. Donc les parents doivent signer et dater une autorisation écrite pour tout ce qui concerne l'hospitalisation de leur enfant, à savoir l'admission de l'enfant à l'hôpital ou le séjour, c'est-à-dire les soins, les traitements et les examens. Pour l'autorisation écrite relative à l'hospitalisation, seuls peuvent la signer les parents. L'un des deux s'il divorce ou alors le tuteur légal, hein, s'il a été décidé par justement le juge des enfants.
L'information aux mineurs hospitalisés. Le mineur mérite plus que tout autre le respect de sa personne et de sa dignité. Donc ça, hein, les médecins vont faire en sorte de pouvoir expliquer exactement quel parcours de soins va concerner l'enfant, qu'est-ce qu'on va lui proposer comme modalité de traitement, comme opération chirurgicale, avec des mots qu'il peut comprendre et avec son adapté aussi à son niveau intellectuel. Donc ça, c'est très important, hein. La plupart des médecins pédiatres, des chirurgiens en pédiatrie et des équipes en pédiatrie sont justement formés à ces champs de communication un petit peu particuliers avec l'enfant pour pouvoir, bah, échanger avec lui et lui faire comprendre tout l'enjeu justement de son hospitalisation, des soins qu'il va recevoir. Donc ça, c'est vraiment, fondamental. La protection du mineur hospitalisé, donc les fugues ou les disparitions doivent être signalées. Donc ça, voilà, directement, à l'unité familiale et puis aussi, voilà, aux forces de l'ordre afin d'éviter, bah, voilà, toute difficulté dans la prise en charge de l'enfant, qu'on n'en perde pas, qu'il y ait pas de fugueur ou pas d'enlèvement. Ça, à savoir, hein, que ces tentatives de rame d'enfants donc, doivent être prévenues avec tous les moyens qui sont mis en place, les entrées et les sorties, hein, des lieux de pédiatrie, des lieux de natalité. Des services de néonat sont vraiment contrôlés, surveillés et on peut pas y accéder n'importe comment, évidemment. Et enfin, la sortie de l'enfant de l'hôpital doit être surveillée, hein. La personne qui vient chercher l'enfant doit correspondre à l'une des personnes responsables de l'enfant. On peut demander aussi l'identité de la personne. Ça, c'est extrêmement important. Ça, vous serez concerné, hein, en milieu hospitalier ou pas. Vérifiez toujours que la personne qui vient récupérer l'enfant ou la personne à qui vous allez confier la personne est une personne qui est identifiée, qui a été identifiée par les parents ou par le représentant légal et hésitez pas à lui demander justement une pièce d'identité, hein, le cas échéant, pour être sûr de pouvoir lui confier l'enfant. Si vous avez le moindre doute, ne prenez aucun risque, hein. Ça serait vraiment dramatique de confier un enfant à quelqu'un de malveillant. Tout à fait. Donc ça, c'était pour les enfants hospitalisés. Pour les majeurs hospitalisés, donc ça, hein, on est dans le même texte de loi, donc ça, c'est vraiment la protection juridique, hein, pour les personnes hospitalisées. Donc cette loi, hein, du 4 mars 2002. Dans ces principes généraux, on va retrouver le respect de la vie privée, donc ça, hein, aucune transmission écrite ne doit être faite sans l'accord de la personne, c'est très important, hein, de garantir tout ça. On ne peut pas partager son courrier, justement tout ce qui va toucher à son intimité. Donc ça, sa religion, ça c'est des choses qui, voilà, qui lui appartiennent complètement, ses avis politiques, voilà, ses idées, quel que soit son bord de son penchant, politique, religieux, ça le regarde complètement. Et enfin le droit à l'anonymat, hein, donc ça, bien respecter la personne et garantir que vous anonymisez toujours la personne quand vous parlez à des personnes qui n'interviennent pas auprès justement de votre usager. Le respect de ses goûts, donc ça, hein, les goûts du patient, exception faite pour les boissons alcoolisées où là, le médecin pourra prendre des mesures un petit peu particulières. Évidemment, hein, le but, c'est pas d'avoir des personnes qui vont être ivres mortes dans vos services, dans vos lieux d'intervention. Ça pourrait évidemment bien, vous pénaliser et vous mettre en danger directement et mettre en danger évidemment les autres usagers et les autres résidents. Mais voilà, respecter ses goûts, hein, c'est vraiment respecter son désir et enfin de ses habitudes, ses désirs, de prendre tout ça bien en compte. C'est d'autant plus important quand vous êtes auprès de personnes qui vont avoir des troubles cognitifs ou qui commencent justement à avoir un petit peu des signes de démence. À savoir qu'évidemment, hein, si vous accompagnez une personne âgée, alors je prends souvent cet exemple, une petite dame qui aurait vécu à la campagne, qui viendrait d'être placée dans une institution type EHPAD, suite à la découverte voilà, d'une maladie type Alzheimer. Cette personne qui a vécu à la campagne, hein, a toujours travaillé dans les champs, a toujours porté un petit peu des robes, des tabliers, des chaussures un petit peu, voilà, un petit peu montantes pour pas s'abîmer les pieds. Quand elle arrive dans l'institution où vous allez être, lors de la première aide à l'habillage, vous vous dites: «Ah bah tiens, je vais la faire jolie aujourd'hui, je vais lui mettre un petit survêtement, je vais lui mettre une petite veste», voilà et au final, vous mettez des habits qui correspondent pas du tout à ses goûts, à ses habitudes et vous allez directement, bah, la mettre dans une situation d'inconfort. Donc ça, hein, même si la personne a des troubles cognitifs, même si elle va vous répondre: «Oui, oui, je suis très belle», sachez qu'il faut avoir une connaissance de son histoire, une connaissance de ses goûts, de ses habitudes, notamment, hein, quand la personne commence justement à présenter des troubles cognitifs, pour garantir que ses habitudes de vie soient garanties au niveau, voilà, de sa sécurité, de son confort. C'est un droit fondamental et ça, faut y faire toujours très attention. Le respect de la dignité de la personne, donc ça, hein, vraiment faire, très, très attention. La dignité, donc ça, on en reparlera, hein, dans l'éthique, la déontologie, c'est vraiment, les fondements des métiers de l'accompagnement. La dignité de la personne, il faut faire vraiment très attention à tout le monde. Donc ça, l'attention à tous, hein, personnes les plus démunies, les personnes en situation de handicap, les personnes vieillissantes, les enfants. On fait vraiment toujours attention à ça. L'interdiction d'attacher un patient, donc ça, c'est ce qu'on appelle la contention. Donc ça, la contention, c'est quelque chose de, voilà, qui est encadré,
législativement, il faut faire très, très attention à jamais enfermer une personne, jamais l'attacher, même si son comportement est agressif. Il faut une prescription médicale, il faut qu'un médecin mette en place une contention avec, une ordonnance pour qu'elle soit réalisée. Mais vous, à aucun moment, pour une raison ou pour une autre, prenez l'initiative de le faire, hein. Vous serez en infraction, directement avec la loi et avec la constitution française, hein, où à aucun moment on a le droit de priver une personne de ses libertés, excepté le cas, hein, où, le médecin va le décider ou alors la justice française va décider justement de, voilà, de limiter la liberté de la personne en fonction des délits et des crimes qu'elle a fait. Enfin, chose très importante pour la dignité de la personne, hein, le soulagement de la douleur. Donc ça, voilà, personne n'est censé souffrir. Il faut savoir qu'au niveau de la gamme des produits médicamenteux notamment, hein, des antalgiques, qui existent, on a de quoi répondre à la plupart des manifestations douloureuses. Il faut y faire très attention et évidemment, quand vous manipulez une personne, quand vous allez l'aider à se déplacer, quand vous allez réaliser des soins auprès de cette personne, hein, quelle que soit la situation, soyez toujours vigilant à l'expression de ses sentiments et à justement, hein, sur son visage, les expressions de la douleur, ça doit vous indiquer tout de suite qu'il faut changer de pratique. Gardez toujours bien en tête, hein, personne n'aime avoir mal, que vous soyez en situation de handicap, que vous soyez âgé, que vous soyez un enfant, on est tous pareils, hein. La douleur, c'est pas quelque chose on devrait subir. Voilà. Le respect de sa responsabilité, donc ça, hein, c'est vraiment les différents droits de la personne, c'est à voilà, c'est à nous de les garantir, hein, quand la personne ne peut pas les faire valoir elle-même, donc ça, c'est très important, de d'être, assidu dans justement l'étude de la législation et puis de pouvoir avoir vraiment un gros apport juridique. Qu'est-ce qui garantit la sécurité de ma personne? Quels sont ses droits? Quels sont ses devoirs? Quels sont les miens en tant que professionnel aussi? Quelle est ma responsabilité? Et comment j'articule tout ça pour que la personne puisse vivre la vie la plus épanouie possible? Le droit à l'information, donc ça très important aussi, hein, le livret d'accueil, donc ça qui est distribué dans tous les établissements de la santé, du sanitaire, du médico-social, donc très très important, qui va présenter pas mal de choses à l'intérieur. Donc ça, l'organisation de l'établissement, les services proposés par l'établissement, les obligations les informations pardon, obligatoires. Donc ça, l'accès au dossier médical, hein, chaque personne qui est hospitalisée, qui est accompagnée a le droit d'accéder à ces informations. Donc faire très attention à nous quand on les rédige, de ne pas écrire n'importe quoi et de bien rester dans notre cadre et dans nos limites professionnelles, hein, pour pas aller justement dans des propos qui pourraient être des jugements ou des opinions. On se concentrera sur les faits, sur des choses objectives. Enfin, les informations médicales, et les formalités à l'admission et à la sortie. Donc ça vraiment, hein, comment va s'articuler l'accompagnement de la personne au sein de l'établissement, c'est vraiment super important. Enfin, 2 choses qui sont rajoutées justement à ce livret d'accueil, donc ça, la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, hein, qui vient justement, bah, définir un petit peu les droits, les devoirs de la personne, ses engagements. C'est un contrat vraiment qui engage la personne et l'établissement et qui doit être respecté et le règlement intérieur de la structure qui, voilà, qui en feront partie. Au niveau du consentement aux soins, donc avant de pouvoir, réaliser le moindre soin sur une personne, hein, nous on sera concernés, même si on ne fait pas partie, directement des équipes de santé, des équipes médicales, tout acte que vous allez faire auprès d'une personne, que ça soit un transfert, que ça soit une toilette, doit être, justement accepté par la personne. Si vous lui imposez, vous vous mettez directement, hein, en porte-à-faux avec la loi et pourrez être taxé de maltraitance le cas échéant. Donc ça, on ne peut jamais obliger une personne à refuser l'accompagnement et refuser les soins. C'est vraiment elle qui décide, voilà, ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Donc ça, être consulté pour consortir à certains actes, hein, les examens, les actes de chirurgie, les traitements, les recherches biomédicales, le don d'organes, tout ça, hein, c'est encadré, voilà, par les textes de loi. La loi de 2002 confirme la nécessité de recueillir le consentement libre et éclairé, hein, très important ça, libre et éclairé, du patient pour tout acte médical et tout traitement le concernant. Donc ça, le patient peut les refuser, hein, même si voilà, même si sa santé peut en pâtir, libre à lui vraiment de décider. Pouvoir quitter aussi l'établissement de soins à tout moment, donc ça, hein, c'est vraiment le principe de liberté individuelle. Donc ça, son avis doit être respecté. S'il peut pas exprimer, sa volonté, hein, un membre de sa famille peut le faire à sa place. Jusqu'à la loi du 4 mars 2002, le patient devait prouver que le service de soins ne l'avait pas informé. Depuis la loi, la charge de la preuve incombe au service de soins. C'est important de bien vous en souvenir. Donc ça, les consentements médicaux sont vraiment super importants, quels que soient les actes, quels que soient les accompagnements, c'est très important de bien s'en souvenir.
Enfin, le respect des droits à la fin de vie et au soulagement de la douleur. Donc ça, c'est aussi un gros, voilà, un gros élément à bien prendre en compte, notamment pour tous ceux qui interviendraient en structure auprès de personnes qui seraient en état palliatif ou en fin de vie. Donc ça, hein, c'est vraiment des, voilà, des recommandations là que je vous présente, mais il faut bien être conscient, quoi, c'est des étapes assez cruciales de la vie, hein. On verra ça encore une fois dans le développement de l'être humain aux différents stades de sa vie, hein, de la naissance jusqu'à la mort. La mort, il faut vraiment la dédramatiser au niveau de nos professions. C'est une étape de la vie, en fait, voilà, c'est une fatalité en soi, oui, mais c'est souvent plus dur pour les personnes qui vont rester que pour la personne qui est partie. Mourir, hein, c'est vraiment, un phénomène qui est, voilà, qui est complètement naturel, on peut pas l'empêcher. Simplement à nous d'accompagner la personne au mieux dans cette étape qui est assez cruciale, qui peut être très, très anxiogène et qui va, ben, voilà, la mettre, dans des fois, hein, face à à son histoire de vie, à des réalités, à des choses qui peuvent être très, très difficiles à gérer pour elle, évidemment, et pour son entourage, bien sûr. Donc ça, essayer vraiment de recueillir, voilà, les dernières volontés de la personne et ça, transmettez, forcément, ces informations que vous aurez reçues, à vos responsables, à vos supérieurs hiérarchiques, c'est super important. Et évitez-lui toute souffrance inutile, hein, le soulagement de la douleur est pris en compte. Donc il faut bien vous souvenir qu'en France, hein, l'euthanasie, donc ça, le fait de pouvoir, volontairement choisir de mettre fin à ses jours par l'accompagnement des professionnels de la santé est interdit, hein, c'est illégal. En France, par contre, on trouve ce qu'on appelle la sédation. Donc la sédation, qu'est-ce que c'est, hein? C'est des traitements médicaux qui vont venir soulager la douleur et qui vont vous aider justement à, voilà, à finir vos jours sans souffrir. La sédation, voilà, c'est souvent des traitements médicaux, hein, qui sont extrêmement puissants et qui vont avoir pour effet secondaire de provoquer un ralentissement global de votre organisme qui, en effet secondaire, va provoquer, bah, l'arrêt de votre système vital, donc la mort. Donc voilà, il faut bien faire la différence entre l'euthanasie, hein, qui est le fait de, voilà, de choisir de prendre un traitement médical qui va mettre fin à ses jours, et la sédation qui n'a pas pour but, pour finalité de mettre fin au jour de la personne, mais vraiment de pallier à la douleur. Seulement voilà, l'effet secondaire, hein, les effets secondaires, pardon, vont être tellement invasifs sur le corps qu'ils vont provoquer la mort à plus ou moins long terme. Ensuite, on va voir les droits de la personne en situation de handicap. Donc ça, à savoir que les personnes en situation de handicap bénéficient de droits, renforcés. Ce sont des personnes, hein, vulnérables, évidemment. Le handicap, on le redéfinira ensemble, hein, mais voilà, pour vous le présenter globalement, les situations de handicap, elles peuvent intervenir dans pas mal de situations. Ça peut être dû à une pathologie, ça peut être dû à un accident, lors de la naissance, ça peut être, acquis, ça peut être congénital, donc ça, transmis génétiquement. Voilà, il y a plein de situations qui peuvent définir, du moins qui peuvent engendrer une situation de handicap. Les situations de handicap, on va trouver, bah, le handicap appelé physique, hein, qui va toucher vraiment à toute la motricité. Les situations de handicap qu'on va dire psychiques, qui vont atteindre notamment la cognition, les aires corticales du cerveau et un petit peu, l'intellect aussi des personnes. Enfin, les situations de handicap dites sensorielles qui vont toucher directement les organes des sens, hein, la vue, l'audition, le toucher. Voilà. On va parler de polyhandicap quand on va trouver, eh bah, du coup, une conjonction entre, les situations de handicap physique, psychique et sensoriel, hein. Quand ils viennent justement se cumuler ensemble, on parle de polyhandicap et on va parler de plurihandicap quand c'est du coup des handicaps qui seraient de la même famille. Par exemple, si vous êtes, une personne qui est, malentendante et une personne qui est, malvoyante en même temps, on va parler de plurihandicap. Donc ça, c'est, 2 notions un petit peu particulières, le polyhandicap et le plurihandicap, mais je vous réexpliquerai, tout ça plus en détail, hein, sur, vraiment, voilà, sur ces cours, sur, les différentes formes, de handicap. Pour les personnes en situation de handicap, il faut bien être conscient, hein, que mener une vie sociale, comme tout autre citoyen, va être confronté à une réalité, hein. Alors, des réalités qui peuvent être de plein de types. On pourrait parler d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap physique, on pourrait parler de regard un petit peu de la société pour ceux qui seraient atteints de situations de handicap psychique. On pourrait aussi parler, hein, voilà, je manque d'investissement un petit peu des politiques publiques, pour les personnes qui sont atteintes de handicap sensoriel. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, il y a des textes de loi qui existent, qui garantissent leur sécurité, qui les protègent justement plus que les citoyens lambda
à cause de leur vulnérabilité, bien évidemment. Donc on va voir ensemble, hein, quelques, voilà, un petit peu comment évaluer la situation de handicap en France, quelles sont un petit peu les différentes aides qui existent et puis les grands acteurs de la prise en charge du handicap. Donc la première chose, hein, c'est un petit peu ce qu'on va voir, ces outils d'évaluation par rapport à la situation de handicap. Donc le premier, c'est le guide barème. Donc ça qui est vraiment un outil, hein, de diagnostic et d'évaluation des déficiences et des incapacités, pardon, des personnes en situation de handicap. Donc ça, la plupart du temps, il sera utilisé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour déterminer le taux d'incapacité. Donc ça, elle s'appuie vraiment sur les voilà, sur les concepts de l'OMS, hein, sur les recommandations de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui au niveau mondial garantit un petit peu, l'application de, voilà, de toutes ces dimensions, protection de la santé, protection voilà, des droits fondamentaux des personnes dès que ça touche à, voilà, à la santé, la pathologie, la situation de handicap. Et ça, hein, vraiment, voilà, ce guide barème va venir faire une classification un petit peu selon les atteintes que vous avez, selon votre niveau d'autonomie, afin de pouvoir justement vous indiquer, une fourchette de taux, une fourchette un petit peu des aides dont vous allez pouvoir bénéficier. Un des acteurs majeurs du coup, au niveau de la prise en charge de la situation de handicap va être la CNSA. Donc ça, c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Créée en 2006, donc elle est chargée de plusieurs missions. Financer les aides en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap. Garantir l'égalité de traitement, hein, ça, donc le respect des droits et la non-discrimination des personnes dues à leur état de santé ou leur situation de handicap, c'est très important. Et assurer une mission d'expertise pour suivre la qualité du service rendu aux personnes. C'est vraiment un rôle, voilà, d'audit des différentes structures, des différents professionnels, afin de garantir que les personnes soient accompagnées de la meilleure manière qu'ils soient. Cet organisme peut être sollicité par la mutuelle de la personne en situation de handicap ou par le centre communal d'action sociale, hein, ce qu'on appelle plus communément les CCAS. Voilà. Au niveau des différentes allocations dont peuvent bénéficier les personnes en situation de handicap, donc il y en existe plusieurs, hein. La première, c'est l'AH, qu'on appelle l'AAH, d'accord? AH, l'allocation aux adultes handicapés. Donc ça, elle a pour but vraiment, hein, de garantir un revenu minimum aux personnes en situation de handicap afin qu'elles puissent faire face aux dépenses de la vie courante, quoi. C'est pas parce que vous êtes en situation de handicap que vous avez pas de loyer, pas de charges, pas d'assurance à payer, que votre frigo, va se remplir tout seul, hein. Donc c'est évidemment, pour venir garantir un minimum vital à ces personnes en situation de handicap. Son versement est dit subsidiaire, donc ça, hein, vraiment, en fonction un petit peu de l'autonomie de la personne, de son cadre de vie, de sa réalité de vie, les taux seront pas les mêmes. Et du coup, hein, ce droit à l'allocation, voilà, il est ouvert que lorsque la personne en situation de handicap peut pas prétendre à un avantage vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident de travail qui serait, hein, au moins égale ou supérieure à la l'AH. Elle vient vraiment compléter pour les personnes qui auraient pas du tout voilà, de de ressources financières. Au niveau des conditions d'attribution, donc ça, hein, la personne doit avoir un taux d'invalidité d'au moins 80. Elle peut bénéficier sous conditions de résidence et de nationalité, d'âge et de ressources, hein, donc ça vraiment, c'est pris en compte. À savoir que ça dans certaines situations, hein, le taux d'invalidité de 80 est pas forcément nécessaire. Ça dépendra vraiment au cas par cas, mais globalement la règle est la dernière, est celle-ci, pardon. Le niveau d'incapacité est apprécié par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, hein, la CDAPH, en fonction du guide barème qu'on a présenté un petit peu plus haut. La condition d'âge, donc ça, la personne en situation de handicap doit être âgée de plus de 20 ans ou de plus de 16 ans si elle n'est plus considérée comme à charge pour le bénéfice des prestations familiales, hein. Donc ça va être tous les enfants qui seront dits émancipés ou alors, hein, pour qui un placement aurait été nécessaire et l'autorité parentale aurait été perdue par ses géniteurs. Du coup, il serait accompagné par un tuteur et là pourrait bénéficier justement de l'AH avant les 20 ans. L'AAH ne sera plus versée à partir de 60 ans, en cas d'incapacité de 50 à 79 hein, pour les personnes, qui sont au-delà de 60 ans, donc on va parler des publics, hein, seniors. Ils peuvent bénéficier d'une autre aide qu'on va présenter un petit peu plus loin. Une autre allocation, hein, du coup, voilà, qui va être, allouée pareil en fonction de l'autonomie et en fonction de l'âge, mais voilà. Avant, gardez bien en tête, hein, qu'avant les 60 ans, la personne, bénéficiera de l'AAH et pas de l'APA que je présenterai après.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, donc ça, c'est l'AEEH, donc ça, hein, qui vient remplacer, ce qu'on appelait l'AES, pas l'AES, l'accompagnement éducatif et social, mais du coup, voilà, l'autre mouture avant de cette aide, de ce financement qui était, versé aux parents. Donc l'AEH est composé d'une allocation de base. Donc ça, c'est vraiment, il y a un socle, si vous voulez, et il y a un complément d'allocation. Donc ça, qui va rentrer un petit peu en fonction de différentes catégories, notamment, hein, le coût du handicap de l'enfant. Donc c'est sûr que si vous avez un enfant qui est en situation de handicap physique, qu'il faut payer des protections, qu'il faut payer du matériel médical, qui va être alimenté avec des sondes, avec des poches de nourriture, qui a besoin de compléments alimentaires, d'équipements spécifiques, hein, forcément, ça va vous coûter beaucoup plus d'argent que si vous avez un enfant qui est atteint d'une seule forme de handicap sensoriel, hein. On pourrait imaginer forcément si vous avez un enfant qui est atteint de malaudition, heu, vous aurez, beaucoup moins de frais, enfin ça générera beaucoup moins de frais qu'un enfant en situation de handicap physique. La cessation ou la réduction de l'activité professionnelle de l'un des parents de l'enfant, donc ça, voilà, en fonction de la situation de votre enfant, continuer à travailler pour les 2 parents ne sera pas forcément possible. Il faut bien être conscient, hein, qu'un enfant en situation de handicap va demander énormément d'accompagnement, énormément de présence pour ses parents. Heu, Au-delà, hein, vraiment du quotidien, on peut imaginer tous les rendez-vous médicaux, les transports, enfin voilà, énormément de choses à prendre en compte pour les parents. Donc l'activité professionnelle, complète, partielle, est pas forcément envisageable dans tous les cas. Et enfin, l'embauche d'une tierce personne, donc ça, hein, forcément, si vous avez, besoin d'aide humaine, si jamais il faut vous relayer, venir vous offrir du répit, tout ça, ça sera pris en compte. Voilà. À savoir, hein, que les familles qui bénéficient de l'AEH peuvent aussi bénéficier d'autres aides sociales, hein, d'autres prestations, notamment, la PCH, hein, la prestation de compensation du handicap qui va permettre de, voilà, de bénéficier des aides matérielles et de l'accompagnement dans les aides humaines. Donc il faut savoir que ça peut être cumulé, mais que ça sera vraiment au cas par cas selon les situations. Je vous en parlais un petit peu plus haut, donc ça, hein, pour les personnes, seniors, donc toutes les personnes de plus de 60 ans, on va sortir de l'AAH, hein, pour toutes les situations, de handicap qui seraient inférieures à 80 d'invalidité, et on va passer du coup, dans ce qu'on appelle l'allocation personnalisée d'autonomie, qu'on appelle l'APA. Donc l'APA, quelles sont les conditions justement pour pouvoir en bénéficier? Donc il faut être âgé de 60 ans ou plus, donc ça s'adresse vraiment aux seniors. Être en situation de perte d'autonomie nécessitant une aide. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu après, hein, quand on parlera des personnes âgées. Pour ceux qui se dirigeraient vers ces publics, ça sera évalué avec, ce qu'on appelle la grille AGIR. La grille AGIR, hein, c'est, les activités gérontologiques groupe ISO ressources. Donc c'est un petit peu barbare là quand je le présente comme ça, je vous expliquerai vraiment en détail ce que c'est. Il faut savoir qu'on va avoir, justement une grille d'évaluation avec différentes activités dites discriminantes et illustratives qui vont nous permettre d'évaluer, voilà, l'autonomie et la dépendance de la personne afin de pouvoir, encore une fois, la situer en fait sur une échelle d'autonomie. À savoir, hein, que pour les personnes voilà, qui vont bénéficier justement de l'APA, sur cette grille Agir, il y a 6 catégories différentes. Uniquement les personnes situées dans la catégorie de 4 à 1 vont bénéficier de l'APA à différents taux en fonction de leur situation. Voilà. Mais les catégories 6 et 5 ne bénéficient pas, hein, de de cette prestation financière, hein, de cette allocation, de cette APA. Les étrangers en situation régulière peuvent en bénéficier aussi, donc ça, hein, les personnes qui ont plus de 60 ans, qui ne sont pas forcément de nationalité française, peuvent en bénéficier, du moment qu'ils puissent, justifier, hein, d'habiter en France. L'attribution de l'APA n'est pas liée à une condition de ressources, toutefois ces dernières sont prises en compte lors de l'établissement de son montant. C'est-à-dire que vous allez bénéficier de l'APA, hein, dès que vous allez rentrer justement, on va utiliser cette grille Agir, on va venir vous mettre dans un groupe ISO ressources, ça va déclencher l'ouverture ou pas de l'allocation. Mais après, il faut savoir qu'en fonction, bah, justement des ressources que vous possédez, cette aide ne sera pas forcément, la même pour tous. En fonction des ressources, hein, évidemment, plus vous avez de moyens, moins cette aide sera élevée. Ça, c'est vraiment, voilà, cette idée d'égalité, de fraternité, qui est fondamentale dans notre pays. Enfin, pour les démarches, donc, les personnes peuvent en faire la démarche, hein, auprès, notamment donc des services du conseil de département de son du conseil départemental de son département, donc ça directement, hein, avec l'unité gérontologique, donc ça du département. Les services de sécurité sociale ou les centres médico-sociaux, donc ça, hein, qui peuvent aussi, voilà,
vous aider dans cette démarche et puis dans l'attribution de cette allocation. Et enfin, les mutuelles de plus en plus le font aussi, hein, pour permettre aux personnes les plus vulnérables, les plus dépendantes, justement de pouvoir bénéficier de tous leurs droits. On va passer maintenant à la protection juridique du majeur vulnérable. La loi du 1er janvier 2009. Donc ça, c'est très, très important, hein, pour toutes les personnes qui vont accompagner du public. Il faut savoir que, voilà, cette protection juridique va venir mettre pas mal de choses en place et surtout, est-ce que la personne, elle, pourra prendre ses décisions de son propre chef ou s'il faudra passer par ce qu'on appelle un tuteur ou un curateur justement pour pouvoir organiser l'accompagnement de la personne. Donc ça, c'est fondamental à bien connaître, hein, quelle que soit la situation. Dès que vous vous occupez du public, c'est très important de bien connaître ce texte de loi du 1er janvier 2009. En France, un ensemble législatif vise à protéger les personnes majeures vulnérables. La réforme de la protection juridique des majeurs, tutelle curateur, applicable pour l'essentiel au 1er janvier 2009, adapte au mieux l'accompagnement des personnes protégées. L'autonomie de la personne protégée est favorisée. Celle-ci doit prendre seule les décisions la concernant dans la mesure où son état le permet. Donc ça, hein, c'est vraiment le fondement voilà, de ce texte de loi. Les principaux 2 axes donc sont la décision de la mise sous tutelle, qui implique une perte des droits civils, c'est-à-dire, hein, la perte des droits civils, la personne ne peut plus réaliser justement de signature d'écrit en son nom propre. Seul, le domaine de la santé et sa vie intime, hein, seront protégés, mais dès qu'il aura besoin de déménager, de faire un achat, de signer un contrat, il faudra forcément qu'il passe par la personne qui possède sa tutelle afin de réaliser ces documents. On trouvera aussi la mesure de curatelle, donc ça, hein, qui va maintenir les droits de la personne, mais exige qu'elle soit contrôlée par un curateur. Donc ça, il y a vraiment un rôle d'accompagnement et de contrôle qui est fait par un curateur, notamment la plupart du temps sur un aspect financier, mais ça peut être aussi, hein, pour d'autres voilà, pour d'autres raisons qu'une curatelle sera mise en place. Et ça, c'est vraiment, hein, ces décisions de mise sous tutelle et de curatelle, hein, qui sont faites par le juge des tutelles, vont être possibles uniquement s'il y a une altération des facultés, hein, de la personne qui va être constatée par un certificat médical et pas par n'importe quel certificat médical. Il faut que ça soit un médecin qui soit agréé par justement, hein, par le juge des tutelles. Donc ça peut pas être n'importe quel médecin, ce serait trop facile sinon de faire placer, les personnes vulnérables sous tutelle et de prendre leur contrôle de leurs biens et de leurs droits. Les droits de la personne vulnérable sont renforcés. Donc ça, c'est vraiment important dans cette loi du 1er janvier 2009, hein. Cette dernière est obligatoirement entendue lors de la procédure de mise sous tutelle. C'est-à-dire qu'on va forcément, il y aura une audience et la personne concernée sera présente à cette audience pour manifester ses choix et vraiment, hein, elle sera interrogée sur ces dimensions de mise sous tutelle. Les mesures qui sont prises, hein, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, sont réévaluées tous les 5 ans. Évidemment, hein, si la situation de la personne, lui permet de retrouver une autonomie suffisante pour reprendre, le contrôle de sa vie et puis pour pouvoir, voilà, pour pouvoir assurer, hein, tout ce qui a justifié la mise en place d'une tutelle, d'une curatelle ou d'une sauvegarde de justice, elle peut faire appel de la décision de tutelle à n'importe quel moment, hein, mais sinon automatiquement c'est révisé tous les 5 ans. Donc ça, gardez bien en tête, hein, que ces mesures sont provisoires et jamais, permanentes. Les décisions en matière de santé et de logement sont prises par la personne concernée dans la mesure de ses possibilités, le tuteur n'ayant sur ces sujets qu'un rôle d'information et d'aide. Donc ça, il faut être conscient, voilà, au niveau de la santé, votre tuteur ne peut pas vous interdire des soins médicaux. C'est vraiment vous qui avez la liberté de choisir ce que vous voulez faire ou pas. Au niveau du logement aussi, hein, même si, voilà, le tuteur peut avoir un droit de regard sur l'aspect financier, il ne peut pas vous interdire de vouloir déménager, d'habiter ailleurs. Voilà, très important de bien vous en souvenir. C'est la personne protégée qui subvient, dans la mesure de ses moyens, aux frais occasionnés par sa protection. Donc ça, hein, si, vous faites l'appel, enfin, si, dans votre entourage, dans vos relations amicales, on ne trouve pas de personne qui pourrait justement assurer la mission de tuteur ou de curateur, dans ce cas-là, ça serait un mandataire judiciaire qui serait choisi par, le juge des tutelles et sa rémunération, du coup, serait fait, voilà, vraiment en lien de vos ressources. Si vous n'avez pas de ressources, hein, si vraiment c'est nécessaire, le financement public prendra le relais pour venir rémunérer ces personnes qui vous accompagnent. Enfin, des comptes rendus réguliers, hein, sur les actes effectués pour le compte de la personne sous tutelle sont obligatoires. Donc ça, hein, il faut savoir que les tuteurs, les curateurs, les mandataires sont vraiment, voilà, soumis à une réglementation très particulière. Ils ont des comptes à rendre justement au juge des tutelles. Donc ça, hein, il faut qu'ils y soient très attentifs, mais leur activité est extrêmement contrôlée, bien évidemment, hein, pour garantir, la sécurité et puis la bientraitance des personnes accompagnées qui seraient dans cette situation.
Enfin, la création du mandat de protection future qui permet à toute personne de choisir à l'avance la personne chargée de veiller sur lui et de protéger ses intérêts au cas où elle ne serait plus en mesure de le faire par elle-même. Donc ça, hein, c'est vraiment très, très important, ces directives anticipées, notamment si vous arrive un accident de la vie, hein, où vous perdriez de l'autonomie, où vous serez plus en capacité justement d'exprimer vos choix. C'est fondamental de choisir une personne de confiance qui viendra choisir justement à votre place ce qu'il faudra faire et qui vous connaisse bien. Donc ça, on pourrait discuter un peu plus longtemps par exemple, de l'affaire, Vincent Lambert, hein, qui a un petit peu ébranlé justement la France et le monde, hein, parce que cette affaire est allée, on parlait des Nations Unies tout à l'heure, est allée justement voilà, jusqu'à à l'ONU, hein, pour un appel de justice. Mais voilà, il faut être conscient que, on a beau suivre les process, on a beau, tout organiser pour la situation qui va se produire, votre famille sera peut-être pas d'accord avec vos doléances et vos choix, notamment, hein, concernant le don d'organes ou le don de son corps à la science. Ça, il y a énormément de familles qui pourraient, voilà, qui vont le refuser alors que les directives étaient très, très claires. À nous, en tant que professionnels, hein, quand vous êtes dans ce champ d'intervention, de pouvoir, voilà, amener le dialogue avec eux et puis de leur rappeler les textes de loi et que les volontés de la personne privent sur leur désir individuel, quoi. C'est vraiment, vraiment fondamental. Voilà. Donc voilà pour la présentation, hein, ce 1er volet là sur la législation. On va aller un petit peu plus loin après dans le détail en fonction des publics, mais voilà pour l'ensemble un petit peu de ce qu'il faut savoir dans les grandes lignes. N'hésitez pas à me contacter, hein, si vous avez besoin que justement vous avez des questions. On va mettre en place des forums voilà, avec les outils à notre disposition qui vous permettront d'échanger, de revenir vers moi pour poser vos questions. Je vous remercie de votre attention et du coup on continue avec le détail sur ces textes de loi.